Les parents ont dit, quitte la maison. Sans avertissement. Sans argent. Juste pour la famille de ma sœur. Elle a donné ma chambre à l'enfant de ma sœur, disant que j'étais inutile, tandis que ma sœur envoyait 2000 $ chaque mois. Je suis sorti sans un bruit, mais sans qu'ils le sachent, je les avais secrètement protégés depuis le début. Quand j'ai levé la main, la police a frappé à leur porte. Ils m'ont laissé 90 appels manqués. Je m'appelle Elena Vance. Et tandis que je suis assise ici, dans cette chambre de motel sombre à 40 $ la nuit, dans la banlieue pluvieuse d'Asheville, en Caroline du Nord, la seule chose qui perce l'obscurité est la lueur rythmique et implacable de l'écran de mon smartphone. 400 appels manqués. C'est un nombre stupéfiant, n'est-ce pas? 400 fois où mes parents ont essayé de joindre la fille qu'ils ont jetée comme un meuble cassé il y a à peine 6 heures. Mon pouce survole l'écran, la lumière bleue et froide se reflétant dans des yeux qui en ont trop vu. C'est ironique. Un instant, vous êtes le pilier invisible de la famille, celui qui s'occupe discrètement des impôts fonciers, celui qui tond la pelouse, et celui qui s'assure que le garde-manger n'est jamais vide. Et l'instant d'après, vous vous retrouvez sur un trottoir humide avec un seul sac de sport et l'écho de la voix de votre mère résonnant à vos oreilles, vous disant que vous êtes inutile. Quitte la maison ce soir, Elena. Sans avertissement, sans discussion. La fille de Maya a besoin de ta chambre, et ta sœur, elle, contribue réellement à cette famille. Ce furent les derniers mots que ma mère, Linda, m'a craché au visage avant que la lourde porte en chaîne ne se referme violemment et que le peine dormant ne s'enclenche avec un bruit de finalité. Je ne l'oublierai jamais. Ils m'ont mise à la porte pour dérouler le tapis rouge à ma sœur Maya, l'enfant prodige qui est censé envoyer 2000 $ chaque mois depuis sa vie glamour à Chicago pour les maintenir à flot. Mes parents vénéraient ces chèques, traitant Maya comme une sauveuse, tandis que j'étais traité comme une squatteuse dans la maison de mon enfance. Mais il y a un secret qu'ils ne connaissaient pas. Je ne faisais pas que vivre là. J'étais celle qui soutenait les murs. Je les protégeais secrètement d'une tempête financière qu'ils étaient trop aveugles pour voir. Et ce soir, au moment où j'ai finalement levé la main et cessé d'être leur bouclier, leur illusion soigneusement construite ne s'est pas seulement fissurée, elle a volé en 1 million d'éclats. La police est à leur porte en ce moment même. Les sirènes peignant le quartier en rouge et bleu. Et pour la première fois de toute ma vie, je ne serai pas celle qui les sauvera. Avant que je ne révèle la vérité derrière ces chèques de 2000 $ et pourquoi je suis parti sans un mot, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de famille poignantes. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces leçons sur les limites. Laissez un commentaire et dites-moi où vous vous trouvez et l'heure qu'il est. J'adore avoir de vos nouvelles. Maintenant, revenons là où tout a commencé. J'ai grandi dans une maison sur Hemlock Drive, un endroit qui sentait les aiguilles de pin et le produit à polir pour meubles coûteux que ma mère, Linda, insistait pour utiliser chaque samedi matin. Asheville est un endroit magnifique. Les montagnes Blue Ridge dominent la ville comme des gardiens silencieux, mais à l'intérieur de nos 4 murs, l'atmosphère était dictée par un ensemble de règles différents. Dans la maison des Vance, les rôles étaient attribués très tôt, comme des personnages dans une pièce pour laquelle nous n'avions jamais auditionné. Ma sœur Maya, qui a 4 ans de moins que moi, était la star fragile. C'était elle qui entrait dans une pièce et faisait sourire les gens par sa simple existence. J'étais l'ombre fiable. J'étais celle qui mettait la table, celle qui se souvenait d'arroser le jardin que mon père Gary aimait mais oubliait souvent d'entretenir, et celle qui faisait les courses avant même que la brique de lait ne soit vide. Ma mère avait une philosophie simple et dévastatrice. Maya était fragile et avait besoin de protection. Elena était forte et pouvait se débrouiller. Je me souviens d'avoir eu 12 ans, l'été où Maya a décidé qu'elle voulait devenir ballerine. Mes parents ont dépensé des milliers de dollars en leçons, costumes et chaussons spécialisés. Ce même été, je voulais suivre un cours de programmation au centre communautaire. Mon père a regardé la facture, puis m'a regardé et a prononcé ces mots qui sont devenus l'hymne de ma vie. Elena, tu es assez intelligente pour te débrouiller toute seule. Nous devons nous concentrer sur Maya en ce moment. Elle est à un âge sensible. Je n'ai pas discuté. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai emprunté tous les livres sur la programmation que j'ai pu trouver, et j'ai appris par moi-même. Je me suis débrouillé, comme ils savaient que je le ferais. Dans ma famille, la compétence n'était pas récompensée par des éloges. Elle était récompensée par plus de travail et moins d'attention. En grandissant, le fossé n'a fait que se creuser.
Maya a déménagé à Chicago après le lycée, poursuivant une carrière glamour dans le marketing qui semblait surtout impliquer des brunchs coûteux et des sacs à main de créateurs. Mes parents étaient si fiers qu'ils ont pratiquement transformé son ancienne chambre en sanctuaire. Pendant ce temps, je suis resté à Asheville. J'avais un emploi stable de gestionnaire immobilier senior, et quand mon père a pris sa retraite de la poste avec un mal de dos, c'est moi qui venais chaque week-end pour réparer les robinets qui fuyaient et vérifier le relevé bancaire. Mon père est un homme silencieux, présent à table pour le dîner, mais absent de toutes les conversations qui comptent. Il me regardait me débattre avec une échelle lourde ou passer des heures au téléphone avec leur compagnie d'assurance, et il se contentait de hocher la tête et de dire « Bon travail, Tiff ». Je veux dire, Elena. Il m'appelait par le nom de ma sœur plus souvent que je ne voudrais l'admettre. J'ai alors réalisé que « forte » était juste le mot que ma famille utilisait pour rejetable. Parce que je ne pleurais pas quand les choses devenaient difficiles, il supposait que je ne sentais pas le poids. Parce que je ne créais pas une crise tous les mardis, il supposait que ma vie était parfaite. J'étais le mur porteur de la famille Vance. Et comme la plupart des murs porteurs, j'étais complètement invisible jusqu'à ce que quelqu'un veuille m'abattre. Je me souviens d'une soirée en particulier, il y a environ 3 ans. Je venais d'obtenir une promotion majeure au travail, un poste pour lequel j'avais passé 6 ans à travailler tard le soir et à manquer des week-ends. J'ai appelé à la maison, la voix tremblante d'excitation. Maman, j'ai obtenu le poste de directrice senior. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis ma mère a dit, c'est super, ma chérie. Écoute, Maya vient d'avoir une grosse dispute avec son petit ami et elle est absolument dévastée. Je peux te rappeler. Elle ne l'a jamais fait. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de partager mes victoires. J'ai réalisé que mon succès ne donnait à ma mère rien à réparer. Et si elle ne pouvait pas le réparer, cela ne l'intéressait pas. Elle avait besoin du chaos de Maya pour se sentir essentielle. Elle avait besoin du drame pour se sentir mère. Ma stabilité était un inconvénient pour son récit. Alors, je suis retourné à mon rôle de protectrice silencieuse. J'ai commencé à remarquer des choses. Des petits signaux d'alarme dans leurs finances, une dette croissante qu'ils se cachaient l'un à l'autre, et une opportunité d'investissement douteuse dans laquelle mon père était poussé par un vieil ami. Pendant qu'ils étaient occupés à vénérer le sol sur lequel Maya marchait, je construisais discrètement une forteresse numérique pour les empêcher de perdre le toit au-dessus de leur tête. Je ne l'ai pas fait pour les remerciements. Je l'ai fait parce que c'est ce que fait la fille fiable. Mais même un mur porteur a une limite. Et la mienne était sur le point d'être testée de la manière la plus brutale qui soit. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il est arrivé dans de fines enveloppes blanches une fois par mois, postées de Chicago. Je me souviens de la première fois qu'un chèque est arrivé. Nous étions assis dans la cuisine, la même cuisine où j'avais passé d'innombrables heures à récurer la graisse de la cuisinière, quand ma mère, Linda, a déchiré le courrier avec un cri étranglé qui sonnait comme si elle venait de gagner à la loterie. 2000 $, a-t-elle crié, sa voix atteignant une hauteur que je n'avais pas entendue depuis des années. Gary, regarde. Maya nous a envoyé 2000 $ pour aider avec l'hypothèque. Mon père, qui gardait habituellement les yeux rivés sur les nouvelles du soir, s'est levé. Il a pris le chèque, l'a tenu sous la lumière comme si c'était une sainte relique, et a murmuré, « Cette fille, elle réussit enfin quelque chose. Elle n'a pas oublié son vieux père. » À partir de ce jour, le chèque de 2000 $ est devenu la pièce maîtresse de l'existence de notre famille. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un certificat de la supériorité de Maya. Chaque fois qu'il arrivait, mes parents le traitaient comme une visite royale. Linda achetait des steaks de faux filets coûteux pour le dîner ce soir-là, et Gary ouvrait une bouteille de vin qu'il ne pouvait pas se permettre. Il passait tout le repas à parler de la vie trépidante de Maya en ville, de ses réunions importantes et de sa générosité. J'étais assise là, coupant mon steak en silence, les écoutant vénérer une fille qui n'était pas venue leur rendre visite depuis 3 ans, alors que c'était moi qui venais de payer la facture d'électricité avec mes propres heures supplémentaires. Le contraste était stupéfiant, mais invisible pour eux. J'étais celle qui se levait à 5 heures du matin pour s'assurer que la maison fonctionnait. J'étais celle qui a remarqué que le toit commençait à fuir après une forte tempête à Asheville et qui a appelé les entrepreneurs, négociant le prix à la baisse parce que je savais que les économies de notre famille étaient minces. Je payais les courses en espèces. Je remplissais les réservoirs des voitures d'essence et je m'occupais des impôts fonciers qui augmentaient chaque année. Mais aux yeux de ma mère,
mes contributions n'étaient que de l'entretien. Elles étaient attendues. Elles faisaient partie du décor. Mais les $2000 de Maya, c'était un miracle. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur, Elena, a dit Linda un soir, agitant le dernier chèque sous mon nez. Elle est là-bas à conquérir le monde, et elle a encore le cœur de prendre soin de ses parents. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te laisses porter dans un poste de cadre moyen. Ces mots ont été comme un coup physique, une torsion brutale dans l'estomac. Je voulais lui dire. Je voulais crier que l'argent de Maya n'était qu'une infime fraction de ce que j'investissais dans cette maison chaque mois en travail et en coûts cachés. Je voulais lui montrer les feuilles de calcul que je gardais sur mon ordinateur portable, celles qui montraient exactement comment j'équilibrais leurs dettes. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tenu ma langue parce que je connaissais le scénario de cette famille. Maya était l'héroïne et j'étais l'aide. Mais j'ai commencé à remarquer les fissures dans le miracle de Maya. C'est arrivé un mardi pluvieux, lorsqu'une lettre pour Maya est arrivée chez nous. Elle provenait d'une agence de recouvrement, mais le nom sur l'adresse de l'expéditeur était celui d'un cabinet d'avocats que je reconnaissais de par mon travail dans la gestion immobilière. La curiosité mêlée à un sentiment croissant d'effroi m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait pas une note de remerciement pour une campagne marketing réussie. C'était un avertissement formel concernant une transaction frauduleuse liée à un compte professionnel auquel Maya avait été associée. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai passé les 4 heures suivantes à fouiller dans les registres publics en ligne et les bases de données juridiques. Ce que j'ai trouvé était une toile d'araignée de sociétés écrans et de schémas d'investissement que Maya utilisait comme façade pour un groupe à Chicago. Les $2000 qu'elle envoyait chaque mois. Ce n'était pas une commission de marketing. C'était une manœuvre calculée pour faire transiter de l'argent par le compte bancaire de mes parents, les utilisant comme tampon pour des transactions qui devenaient de plus en plus légalement douteuses. Elle ne sauvait pas la maison. Elle l'utilisait comme bouclier pour son propre désordre financier. J'ai regardé le chèque posé sur le comptoir de la cuisine. Et pour la première fois, il ne ressemblait pas à une bénédiction. Il ressemblait à une bombe à retardement. J'avais 2 choix. Je pouvais l'exposer sur le champ et voir le cœur de mes parents se briser, ou je pouvais faire ce que j'avais toujours fait. Je pouvais les protéger. J'ai choisi la deuxième option. J'ai discrètement contacté un ami avocat, j'ai commencé à mettre en place un compte séquestre séparé pour couvrir les retombées juridiques inévitables, et j'ai commencé à puiser dans mes propres économies pour rembourser les dettes que Maya créait en leur nom. Je travaillais à un 2e emploi à distance la nuit, les yeux brûlants à cause de l'écran, juste pour m'assurer que lorsque le miracle prendrait fin, mes parents ne se retrouveraient pas à la rue. J'étais leur protectrice secrète, leur bouclier invisible. Et j'ai fait tout cela pendant qu'ils me regardaient dans les yeux et me disaient que je manquais d'ambition par rapport à leur fille en or. La tempête n'a pas commencé par un rugissement. Elle a commencé par un murmure. Plus précisément, un appel téléphonique tard dans la nuit depuis Chicago qui a duré 3 heures. J'étais dans ma chambre, mon sanctuaire, en train de terminer un audit immobilier pour le travail quand j'ai entendu le rire aigu de ma mère à travers les conduits de ventilation, suivi d'un sanglot qui semblait plus théâtral que douloureux. Le lendemain matin, l'air dans la cuisine était différent. Il était chargé d'une sorte d'excitation qui, d'habitude, ne m'appartenait pas. Ma mère, Linda, était déjà au fourneau en train de faire des crêpes aux myrtilles, les préférées de Maya. Mon père, Gary, était assis à table, détournant enfin le regard de son journal, les yeux fixés sur la chaise vide à côté de lui. « Elena, assieds-toi, » dit ma mère, sa voix tremblant d'une douceur artificielle. « Nous avons une merveilleuse nouvelle. » Maya rentre à la maison. J'ai tiré une chaise, mon estomac se nouant. « À la maison pour une visite ? » Non, intervint mon père, me regardant enfin, bien que son regard fût plat. Elle revient s'installer. Les choses ont été difficiles à Chicago. Son entreprise a fait face à des obstacles juridiques injustes, et elle est stressée. Elle a besoin de sa famille. Elle a besoin de guérir. Je savais ce qu'étaient ces obstacles juridiques, mais je suis restée silencieuse. J'ai pensé au chèque de $2000 qui avait soudainement cessé d'arriver il y a 2 semaines. Un détail que mes parents ignoraient commodément. C'est un grand changement, dis-je prudemment. Où va-t-elle rester ? La chambre d'amis est pleine des vieux équipements de gym de papa. Ma mère a posé la spatule avec un bruit sec. Elle s'est tournée vers moi, les mains sur les hanches.
La chambre d'amis est trop petite, Elena. Maya vient avec sa fille, Lily. Elles ont besoin d'espace. Elles ont besoin d'un environnement convenable. Elle a fait une pause, puis elle l'a dit aussi nonchalamment que si elle me demandait de passer le sel. Nous avons décidé qu'elles prendront ta chambre. C'est la plus grande. Elle a la meilleure lumière et, franchement, c'est la seule qui ressemble à une vraie chambre. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma chambre. La chambre où j'avais construit ma carrière, où j'avais passé des années de nuit tranquille à faire des heures supplémentaires pour empêcher cette maison d'être saisie. Le seul espace dans ce monde qui était vraiment le mien. Et où suis-je censé aller, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Le sous-sol est aménagé, dit mon père, retournant à son journal. C'est privé. Tu travailles tout le temps de toute façon. Tu ne remarqueras même pas la différence. Le sous-sol est humide, papa. Il sent le moisi et il n'y a pas de fenêtre, argumentai-je, la frustration montant enfin. Je paie les courses. Je m'occupe des impôts. J'ai réparé le chauffe-eau le mois dernier. Je suis une femme de 30 ans et vous voulez me faire déménager dans une cave pour que Maya puisse avoir mon lit. C'est à ce moment-là que le masque est tombé. Ma mère s'est approchée de la table et s'est penchée vers moi, ses yeux se rétrécissant en fente. Soyons honnêtes pour une fois, Elena. Tu n'es ici que parce que nous te laissons rester. Tu as vécu ici toute ta vie, te laissant porter pendant que ta sœur était là-bas, dans le monde réel, à accomplir quelque chose. Elle nous a envoyé $2000 par mois. Elle nous a soutenus quand nous en avions le plus besoin. Que as-tu fait? Tu achètes du pain et du lait. Tu appelles un réparateur. Tu es une babysitter pour cette maison. Rien de plus. Je suis la raison pour laquelle vous avez encore cette maison, répliquai-je vivement, la voix brisée. N'ose même pas me mentir, cria Linda, son visage rougissant. Maya est une réussite. Elle est mère. Elle subvient à nos besoins. Toi. Tu es juste inutile. Tu prends de la place. Tu n'apportes aucune joie à cette famille. Tu n'es qu'une ombre qui traîne dans les coins. La fille de Maya a besoin d'un foyer, d'un vrai foyer. Si tu ne supportes pas d'être au sous-sol, alors peut-être que tu ne devrais pas être ici du tout. J'ai regardé mon père. Papa, tu ne vas rien dire? Gary Vance a fait ce qu'il a toujours fait. Il s'est éclairci la gorge, a ajusté ses lunettes et a fixé un point sur le carrelage de la cuisine. Ta mère a raison, Elena. Ta sœur a été très généreuse avec nous. Nous lui devons bien de la mettre à l'aise. Tu es forte. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. La trahison était un poids physique dans ma poitrine. Tu es forte. Tu te débrouilleras. L'hymne de ma vie, utilisé une fois de plus pour justifier mon sacrifice. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, les murs que j'avais peints, le sol que j'avais frotté, les parents que j'avais protégés du cauchemar juridique que Maya avait en réalité créé. Ils me regardaient avec un mélange de pitié et d'agacement, comme si ma présence était une facture qu'ils étaient fatigués de payer. J'ai passé 15 ans à être votre bouclier, dis-je, ma voix maintenant d'un calme mortel. Je me suis occupé des dettes qu'elle a accumulées sur votre dos. J'ai payé les impôts fonciers par l'intermédiaire d'un avocat pour que vous ne sachiez même pas à quel point vous étiez proche de tout perdre. Je suis la seule raison pour laquelle la banque n'a pas frappé à cette porte. Ma mère a ri. Un rire froid et déchiqueté. Oh, écoutez-la. La grande héroïne. Tu délires, Elena. L'argent de Maya a payé notre vie. Tes petites contributions ne sont rien comparées à son cœur. Fais tes valises. Lily et Maya arrivent mardi. Je veux que cette chambre soit vide et nettoyée d'ici dimanche soir. Pas un mot de plus. Elle est retournée à ses crêpes, fredonnant cette même mélodie sans air. Mon père n'a pas levé les yeux. Je suis restée là, une étrangère dans ma propre maison, réalisant que les murs que j'avais passé ma vie à soutenir n'étaient jamais destinés à m'abriter. Ils étaient seulement destinés à abriter l'enfant prodige, et j'étais juste la fondation invisible qu'ils étaient prêts à fissurer. Je suis sorti de la cuisine, le mot inutile résonnant dans mon esprit, et pour la première fois en 30 ans, je me suis moqué que la maison s'effondre. Le silence qui a suivi l'ordre final de ma mère n'était pas paisible. Il était suffocant. C'était le genre de silence qui résonne dans vos oreilles après l'explosion d'une bombe.
Je me tenais dans le couloir de la maison sur Hemlock Drive, l'endroit où j'avais passé 30 ans de ma vie, et j'ai réalisé que je le regardais pour la dernière fois en tant que fille. Pour Linda et Gary, je n'étais plus une personne. J'étais un obstacle. J'étais une locataire qui avait survécu à son utilité. J'ai monté les escaliers, mes pieds semblant être de plomb contre le parquet que j'avais poli à peine 3 jours auparavant. Chaque grincement du plancher semblait murmurer ce mot que ma mère m'avait craché au visage, inutile. 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 Je suis entré dans ma chambre, la plus grande pièce, celle avec la meilleure lumière, celle que l'enfant de ma sœur méritait maintenant plus que moi. Je n'ai pas allumé le plafonnier. Au lieu de cela, je suis resté dans la faible lueur de ma lampe de chevet et j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objets. Je n'avais pas l'énergie pour une crise de colère. Quand on a été la personne fiable pendant 3 décennies, on perd la capacité de faire une scène. On ne sait que faire un plan. J'ai sorti un sac de sport gris du fond de mon placard, le même sac que j'utilisais à l'université. Cela semblait approprié. Je recommençais exactement là où j'avais commencé, avec rien d'autre que mes 2 mains. Faire mes bagages était un processus chirurgical. Je n'ai pas pris les meubles que j'avais achetés avec mon propre argent ou les rideaux que j'avais cousus pour qu'ils s'harmonisent avec les murs. J'ai pris l'essentiel, mon ordinateur portable, mes dossiers de travail, 3 changements de vêtements et le petit coffre-fort ignifuge que je gardais sous mon lit. Ce coffre-fort contenait la véritable histoire de cette famille, les reçus des impôts fonciers que j'avais payés, les documents juridiques protégeant la maison des créanciers de Maya à Chicago, et la vieille montre de poche de mon père qu'il m'avait donnée quand j'ai obtenu mon diplôme, promettant qu'il serait toujours fier. Je me demandais s'il se souvenait même de cette promesse alors qu'il était assis en bas à fixer le sol. Le sac pesait exactement 11 livres. Je le sais parce que la sangle s'enfonçait dans mon épaule avec une précision qui ressemblait à une ecchymose. En sortant de ma chambre, j'ai vu l'espace vide sur l'étagère où ma mère avait déjà déplacé mes trophées universitaires pour faire de la place aux poupées de la fille de Maya. C'était comme si on m'effaçait avant même que j'aie quitté le bâtiment. J'ai descendu les escaliers pour la dernière fois. Ma mère était de retour dans la cuisine, fredonnant cette même mélodie sans air en essuyant le comptoir, réarrangeant déjà mentalement ma vie hors de sa maison. Mon père, Gary, se tenait près du placard à manteau. C'était un homme qui pouvait diagnostiquer une fuite de tuyaux dans le noir, mais il ne trouvait pas les mots pour dire à sa fille qu'elle comptait. J'ai regardé l'ombre de ses chaussures bouger sous la lumière du couloir. Il a levé la main comme s'il allait toucher mon épaule ou dire « Attends ». Mais il l'a laissé retomber. Il a choisi le chemin le plus facile. Il a choisi le silence. Il a choisi de laisser la fille forte gérer la chute pour que la fille fragile puisse avoir le lit. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine et j'ai posé ma clé de maison sur la surface en granit. Le métal a cliqueté contre la pierre, un petit son sec qui ressemblait à un point final à la fin d'une longue et épuisante phrase. Je pars, dis-je. Ma voix était stable, d'un calme mortel. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de mes larmes. Linda ne s'est même pas retournée. Assure-toi que la porte se verrouille derrière toi, dit-elle, sa voix sèche et efficace. Et n'oublie pas de prendre ton courrier. Je ne veux plus être responsable de tes affaires. Je suis sorti par la porte d'entrée et sur le porche. L'air nocturne d'Asheville était vif, sentant les aiguilles de pin humide et la faible odeur de fumée de bois provenant de la cheminée d'un voisin. Je suis resté là un instant, le vent froid mordant à travers mon pull fin. J'ai entendu la lourde porte en chêne se fermer derrière moi. Puis est venu le son, le clic mécanique et rythmé du pêne dormant glissant en place. C'était un son que j'avais entendu des milliers de fois, mais ce soir, il signifiait quelque chose de différent. C'était le son d'un chapitre qui se fermait. C'était le son de la fondation que j'avais passé 15 ans à soutenir qui s'effondrait enfin. J'ai descendu l'allée, passé le chêne sur lequel je grimpais quand j'étais enfant, passé le jardin que mon père aimait mais que c'était moi qui désherbais. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai atteint le trottoir, mon unique sac de sport serré dans ma main, et je suis resté sous la lueur jaune du lampadaire. Derrière moi, la maison était lumineuse, remplie de la chaleur d'une famille qui venait de m'exciser comme une tumeur. Devant moi, il y avait la route sombre et pluvieuse et une chambre de motel bon marché. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir enfin débarrassé la fille inutile. Mais alors que je plongeais la main dans ma poche et sentais la lueur de mon téléphone, je savais quelque chose.
Ils ne l'avaient pas fait. Je n'étais plus leur bouclier. Et sans bouclier, la tempête que j'avais retenue était sur le point de les frapper de toutes ses forces. L'hôtel économique à la périphérie d'Asheville sent la fumée de cigarettes froides et cet agent de blanchiment au citron de qualité industrielle qu'ils utilisent pour cacher 1000 histoires différentes de désespoir. Je me suis assise sur le bord du matelas affaissé, les ressorts gémissant sous mon poids, et j'ai regardé la pluie strier la vitre. Pendant 30 ans, j'étais celle qui gardait les fenêtres propres, la pelouse tondue et le moral haut. Maintenant, je n'étais qu'un fantôme dans une chambre à $40 la nuit. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur de l'écran, la seule chose honnête dans la pièce. La voix de ma mère résonnait encore dans ma tête. Tu es inutile. Tu prends de la place. J'ai regardé le dossier numérique sur mon bureau, celui intitulé Logistique familiale. Il était temps de montrer au monde et à moi-même à quoi ressemblait vraiment inutile. Vous voyez, mes parents, Linda et Gary, vivaient dans un monde de belles illusions. Ils voyaient des chèques de $2000 de Chicago et pensaient qu'ils étaient récompensés pour avoir élevé une star. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'étaient les lettres du bureau des impôts du comté de Buncombe que j'interceptais depuis 3 ans. Ils ne voyaient pas l'avis final de la banque concernant un prêt prédateur que mon père avait contracté il y a 5 ans pour couvrir l'une des urgences commerciales de Maya. J'étais gestionnaire immobilier de profession. Je savais comment naviguer dans le labyrinthe de la dette et des petits caractères juridiques. Pendant que mes parents se vantaient des sacs de créateurs de Maya à l'église, je versais discrètement mon propre salaire sur un compte séquestre secret. J'avais un accord avec un avocat local, Monsieur Henderson, un homme qui connaissait mon père de la poste et qui était désolé du désordre que Gary était en train de créer. Chaque mois, pendant 60 mois, j'ai payé les intérêts de cette dette secrète. J'ai payé les impôts fonciers. J'ai maintenu la maison dans une stase juridique pour que mes parents ne se réveillent pas un matin avec un shérif adjoint sur leur porche avec un avis d'expulsion. J'étais leur bouclier invisible, et je n'ai jamais demandé de remerciement. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais qu'être forte signifiait absorber les coups pour qu'il n'ait pas à sentir la piqûre. Mais j'ai ensuite creusé plus profondément dans la source de la générosité de Maya. Il y a environ 8 mois, j'ai remarqué que les chèques de $2000 ne provenaient pas du compte personnel de Maya. Ils provenaient d'une société écran enregistrée dans l'Illinois appelée Gold Coast Marketing. Mes instincts professionnels ont crié. J'ai passé mes pauses déjeuner au travail à faire des vérifications d'antécédents et à suivre les dépôts d'entreprise. J'ai trouvé un schéma de blanchiment d'argent, mesquin, maladroit, mais dangereux, lié à un groupe d'investisseurs qui utilisait ma sœur comme façade. Maya n'était pas un génie du marketing. Elle était une mule. Elle blanchissait des fonds illégaux en les envoyant via le compte bancaire de mes parents, faisant passer cela pour un soutien familial. Elle utilisait la maison de notre enfance, la maison que j'avais passé ma vie à protéger, comme tampon pour une entreprise criminelle. Et mes parents. Ils étaient tellement aveuglés par l'éclat de ces chèques qu'ils ont pratiquement ciré le sol pour la personne qui mettait le feu à leur maison. Je me suis assise dans cette chambre de motel, mes doigts planant au-dessus du clavier. J'ai senti le poids des 15 dernières années, les foires scientifiques qu'ils ont manquées, la remise des diplômes qu'ils ont quittés plus tôt, la promotion qu'ils ont ignorée, et enfin le peine dormant se fermant ce soir. Ils voulaient que je sois inutile. Très bien. Je leur donnerai exactement ce qu'ils demandaient. J'allais cesser d'être le mur porteur. Le déclencheur fut un simple courriel. Je gardais un brouillon depuis des mois, un rapport détaillé des irrégularités financières que j'avais découvertes, adressé à la division des fraudes de la police d'Asheville et au service juridique de la banque. J'avais protégé Maya parce qu'elle était ma sœur. J'avais protégé mes parents parce que je pensais qu'ils étaient des victimes. Mais en regardant les 400 appels manqués, dont aucun n'était des excuses, tous étant probablement des demandes pour trouver l'animal en peluche de Lily ou réparer le Wi-Fi pour la fille de Maya. J'ai réalisé que vous ne pouvez pas sauver des gens qui sont déterminés à vous noyer pour se maintenir au sec. J'ai cliqué sur le système de paiement automatisé du compte séquestre. Supprimer le paiement récurrent. Confirmer. Clic. Juste comme ça, le paiement d'intérêt de $1500 qui était dû avant minuit avait disparu. Sans ce paiement, le prêt prédateur serait instantanément en défaut. La banque serait avertie. La protection que j'avais construite autour de la maison s'est évaporée en une seule milliseconde. Puis je me suis tourné vers le courriel. J'ai joint les captures d'écran des dépôts de Gold Coast Marketing,
les relevés bancaires montrant les transferts suspects de $2000, et la preuve de la façon dont le compte de mes parents était utilisé comme un conduit. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait par vérité. J'ai levé la main et j'ai signalé la tempête. J'ai cliqué sur envoyer. Le silence qui a suivi était lourd. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis appuyé contre l'oreiller fin et plat. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de plan pour sauver qui que ce soit d'autre que moi-même. J'ai pensé à la maison sur Hemlock Drive. En ce moment, Maya était probablement assise dans mon lit, riant avec ma mère de la façon dont elles avaient finalement fait le ménage en me mettant dehors. Elles célébraient leur victoire dans une maison qui, légalement et financièrement, venait de perdre sa seule fondation. L'horloge sur la table de chevet a fait tic-tac. 22h15. La police serait bientôt là. Le système automatisé de la banque déclencherait le processus de saisie d'ici le matin. La sœur miracle était sur le point d'être révélée comme la source de leur ruine, et la fille inutile était introuvable. J'ai éteint la lampe de chevet. La chambre de motel est devenue sombre, mais les 400 appels manqués ont gardé le téléphone brillant comme une étoile mourante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé. J'ai juste fermé les yeux et laissé la pluie prendre le dessus. Le téléphone n'a pas seulement sonné, il a hurlé. C'était un désordre frénétique et vibrant sur la table de chevet de ma chambre de motel. L'écran s'allumait constamment avec le nom de ma mère, puis de mon père, puis de Maya. Dans un sens et dans l'autre, un cycle implacable de désespoir numérique. Je suis resté assise dans l'obscurité, le seul son étant le battement rythmé du téléphone contre le bois et le bourdonnement lointain de la machine à glace à l'extérieur. Je n'avais pas besoin de décrocher pour savoir ce qui se passait au 14 Hemlock Drive. Je pouvais le visualiser avec une clarté terrifiante. Les lumières rouges et bleues des voitures de police d'Asheville se reflétant sur la clôture bleue port dont mon père était si fier. Les bottes lourdes sur le porche que j'avais balayé. Et le son de la loi rattrapant enfin l'enfant prodige. Les messages ont commencé à affluer comme un barrage rompu. Les premiers étaient en colère. Elena, pourquoi as-tu changé le mot de passe du Wi-Fi? Où sont les coupons de l'épicerie? Puis ils sont passés à la confusion. Elena, la banque vient d'appeler pour dire que notre compte est bloqué. Que as-tu fait? Et enfin, la terreur s'est installée. Un message vocal de ma mère, sa voix aiguë et déchiquetée par une panique que je n'avais jamais entendue. Elena, décroche. Il y a la police ici. Ils posent des questions sur les chèques de Maya. Ils parlent de blanchiment d'argent et de fraude bancaire. Ils disent que la maison fait l'objet d'une enquête. Elena, aide-nous. C'est toi qui t'occupes de la paperasse. Dis-leur que c'est une erreur. Je l'ai écouté 2 fois. Dis-leur que c'est une erreur. Pendant 15 ans, j'avais été celle qui réparait leurs erreurs, lissant les fissures et absorbant les coups pour qu'ils puissent vivre dans leur bulle fragile et coûteuse. Mais Maya n'avait pas seulement fait une erreur. Elle avait fait un choix. Elle avait choisi d'utiliser les noms de nos parents et leur modeste maison comme un laundromat pour ses investisseurs de Chicago, et elle l'avait fait en sachant qu'ils ne regarderaient jamais un cheval donné dans la bouche. Elle savait que ma mère vénérait trop ses chèques de $2000 pour jamais demander d'où ils venaient. La voix de mon père est venue ensuite dans un texto qui a fait trembler mes mains. Elena, ils emmènent Maya. Ils disent qu'elle a utilisé notre compte pour déplacer des fonds illégaux. La banque a entamé une procédure de saisie parce que les paiements d'intérêt ont cessé. Je ne comprends pas. Tu avais dit que la maison était en sécurité. Elena, s'il te plaît. Tu es la seule à savoir comment parler à ces gens. Où es-tu? Où es-tu maintenant? Ils voulaient savoir où était la fille inutile. Maintenant, ils avaient besoin de l'ombre qui traînait dans les coins. Ils ne voulaient pas de la star. Ils voulaient du bouclier. Je pouvais presque voir Maya, la sœur fragile, assise sur le canapé de mon ancienne chambre, le visage pâle, son personnage de génie du marketing s'effondrant alors qu'elle réalisait que son bouclier, sa sœur invisible et fiable, avait finalement levé la main et s'était écartée. Elle était entrée dans cette maison en revendiquant mon lit et ma dignité, et en retour, elle avait fait s'effondrer le toit sur la tête de tout le monde. Le téléphone a de nouveau vibré. Appel numéro 382, puis 383, puis 384. Ils m'appelaient comme si le volume même de leurs besoins pouvait me forcer à redevenir leur protectrice. Mais la protection avait disparu.
J'avais passé ma vie à construire une forteresse autour de personnes qui ne savaient même pas que j'en étais l'architecte, et ce soir, j'avais simplement cessé de soutenir les murs. Alors que la police escortait probablement Maya vers une voiture de patrouille et que la banque marquait leur maison comme un bien à saisir, l'ironie était assez épaisse pour s'étouffer. Ils m'avaient mise à la porte pour faire de la place à la famille de Maya, seulement pour que Maya soit la raison pour laquelle ils seraient tous à la rue d'ici le matin. Je n'étais pas celle qui les avait ruinés. J'étais juste celle qui avait cessé de les empêcher de se ruiner eux-mêmes. Je me suis allongé sur le fin matelas du motel, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le 400e appel aller à la messagerie vocale. Pour la première fois de ma vie, le silence était plus fort que leurs exigences. J'ai regardé le soleil se lever sur les montagnes Blue Ridge depuis la petite fenêtre fissurée de ma chambre de motel. Le 401e appel n'est jamais venu. Le silence avait finalement pris le dessus. Mes parents étaient probablement au poste de police maintenant, essayant d'expliquer une décennie de mensonges de Maya, tandis que la banque commençait officiellement le processus de reprise de la maison que j'avais sauvée 100 fois. Les gens disent souvent que les liens du sang sont plus forts que tout, mais ils oublient que le sang peut aussi vous noyer si vous le laissez faire. J'ai choisi de sortir du courant. Je n'ai pas perdu une famille cette nuit-là. J'ai finalement perdu un fardeau. J'ai réalisé qu'être forte ne consiste pas à savoir combien vous pouvez porter pour les autres. C'est avoir le courage de savoir quand poser le poids. Si vous avez déjà été l'invisible, celui qui maintient les lumières allumées pendant que tout le monde s'attribue le mérite, cette histoire est pour vous. Vous êtes suffisant. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté. Partagez vos propres histoires sur l'établissement de limites dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Merci d'avoir écouté. Je m'appelle Elena Vance et pour la première fois de ma vie, je suis enfin libre. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.